Notre voyage se passera en Asie centrale, rencontre de l'Occident et de l'Orient. L'Ouzbékistan est à 8 heures de vol de Paris avec changement à Moscou. L'Asie centrale, ensemble de 4 millions de km², est grand comme plus de 7 fois la France. Composé de 5 pays, le Kazakhstan au nord, le Kirghizistan et le Tadjikistan au nord-est, le Turkménistan au sud-ouest et l'Ouzbékistan au centre. Les frontières de l'ensemble des pays d'Asie centrale ont été tracées par Staline entre 1924 et 1936. Elles ne correspondent à aucune réalité géographique ou ethnique. La République d'Ouzbékistan se situe au cœur de l'Asie centrale, ex-soviétique. La déclaration d'indépendance du pays, le 24 août 1991, a pris plus d'un Ouzbek par surprise, et le pays tout entier bafouilla dans le grand vide que laissait l'implosion de l'URSS. Elle est un peu plus petite que la France, 447 400 km². Elle partage ses frontières avec chacune des nouvelles républiques, le Kazakhstan au nord, le Kirghizistan à l'est, le Tadjikistan au sud-est, le Turkménistan au sud-ouest, ainsi qu'avec l'Afghanistan au sud. Sa population était en l'année 2007 de 27,7 millions d'habitants. Les déserts et les steppes désertiques couvrent les 2 tiers du pays, le reste s'élevant en collines et montagnes. Notre parcours: arrivée à Taken, visite de la ville, vol pour Khiva, visite de Khiva, transfert en minibus par la route de la soie pour les villes saintes de Boukhara, Samarcande. Transfert en minibus pour la frontière du Tadjikistan. Taken, capitale de l'Ouzbékistan, première métropole de l'Asie centrale, possède en son centre, sur la place Amor Timur, une gigantesque statue de Tamerlan à cheval, remplaçant celle de Karl Marx. Les Ouzbeks nourrissent depuis toujours une grande admiration pour les hommes forts. Pas une ville qui n'ait une statue, une place, une rue Amor Timur, du conquérant du XIVe siècle, le guerrier sanguinaire. Taken fut dévasté le 26 avril 1966 par un terrible tremblement de terre, 7,5 sur l'échelle de Richter. Des fontaines agrémentent la place de l'Indépendance. Au fond, un globe terrestre qui remplaça la statue de Lénine, dominant de 30 mètres la place, jusqu'en l'année 1992. Ce monument, à l'esprit nationaliste, un globe terrestre géant ne faisant apparaître que l'Ouzbékistan. Des étudiantes sur la place de l'Indépendance. Ici se dresse le monument aux morts de la Seconde Guerre mondiale, où une flamme brûle en permanence sous le regard d'une statue de femme, symbolisant les mères qui ont perdu leurs enfants au front. À l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, 1 demi-million d'hommes meurent ou sont portés disparus. Les noms des disparus sont inscrits sur des plaques dorées aux fenêtres de ce bâtiment. Décoré dans le style traditionnel ouzbek. Une médersa ou madrasa est une école supérieure coranique, à la fois lieu d'études, d'habitation et de travail. Les études y duraient 7 ans, pendant lesquels les élèves apprenaient la théologie, la calligraphie arabe, mais aussi d'autres disciplines comme les mathématiques.
le Coran était appris par cœur. La médersa Koudeldache, construite au milieu du XVIe siècle par le vizir Koudeldache, accueille plus de 250 jeunes gens dans 38 salles pour étudier l'islam pour une durée de 3 années. La prière du vendredi se fait sur l'esplanade de l'entrée de la mosquée Juma, que l'on voit plus haut, construite au XVe siècle. Haut du portail de la médersa, recouvert de céramique, à l'intérieur, les élèves y logeaient dans des cellules, et souvent, ils travaillaient pour subvenir à leurs besoins. Il en existe aussi pour des filles. Leur plan habituel comprend 1 ou 2 étages de cellules, une mosquée et des salles de cours. Nous traversons le bazar Corsu pour nous rendre au marché couvert d'alimentation le plus célèbre de Tekken. Les jeunes filles ne sont pas voilées, elles sont coquettes. Environ 85% des Ouzbeks se disent musulmans, mais de 5 à 15% seulement sont pratiquants. Près de 5% sont chrétiens et le reste athées. Les pains ronds traditionnels d'Ouzbékistan, qui accompagnent tous les repas, se mangent de préférence chauds. Nous arrivons au bazar couvert, vente de foulards, écharpes en soie, le bazar à l'intérieur du bazar accueille les produits de tout le pays. Ici, produits tout cuisinés. Tout ce qui pousse et est comestible est vendu ici. Montagnes d'épices aux couleurs vives, énormes sacs de céréales, et bien sûr, des fruits, grenades, melons, kakis, tomates et tous les légumes de saison. Les kourous, petites boules de fromage sec, fabriquées à partir de lait caillé de vache. Le goût est assez fort et vous garantit une haleine de poney. Les Ouzbeks en raffolent. Aujourd'hui, époque du Ramadan, on trouve cet aliment palliant à ce jeûne. Vol pour Khiva, 1 heure de vol. Khiva, la plus intacte et la plus reculée des villes qui parsèment la route de la soie en Asie centrale. Les rénovations clinquantes des années 70 lui ont donné un aspect de décor de cinéma. C'est un véritable voyage dans le temps. Même la plupart des monuments ne sont pas plus vieux que la ville de New York. Au fond, le hall Tamino, au minaret court, témoigne du décès de Mohamed Amin. Commandé par le Khan, titre princier turco-mongol, en l'année 1852, le minaret devait s'élever à plus de 70 mètres et être ainsi le plus haut du monde musulman. Mais sa construction a été abandonnée à 26 mètres, suite à la mort du Khan. Il est superbement décoré de majoliques vertes et bleues, mariées au vert si particulier à Khiva. Vie journalière. Cette femme transporte du coton dans son panier. Le coton est une grande source de revenus pour l'Ouzbékistan. Vue des toitures terrasses de la ville de Khiva et ses minarets. Kouka Ark, l'ancienne citadelle, reste la résidence d'origine tout au long des siècles pour les Khans.
Ses fondations datent du 5e siècle, mais la plus grande partie a été ajoutée, petit à petit, jusqu'au 19e siècle. La résidence officielle des Khan de Khiva comprend plusieurs cours intérieures, dont celle du harem. Dans cette grande cour se trouve la mosquée d'été datant de 1838. Son immense iwan à 6 colonnes, aux murs recouverts de majolique bleue, est d'une époustouflante beauté. Des carreaux vernissés aux arabesques végétales et des dessins géométriques ont été réalisés par des maîtres artisans, renommés du 19e siècle. Les colonnes en bois sont entièrement sculptées. La base des colonnes évasées permettent de les reposer sous leur socle de marbre en isolant le bois de la pierre avec de la laine de chameau, aux propriétés, disait-on, antisismiques. Dans un appartement du harem, musique et danse. Thierry. La médersa Islam Khoja, bâtie en 1908, est de petite taille. Seule la façade présente 2 niveaux, afin de s'harmoniser avec le puissant minaret. Le minaret Islam Khoja, le plus haut minaret de Khiva, 44,50 m, fut construit en 1910. Il s'agit d'une des dernières réalisations architecturales islamiques en Asie centrale. Le minaret avait un triple rôle. Religieux, le médecin y appelle à la prière. Militaire, il constitue un poste d'observation idéal pour prévenir les fréquentes attaques. Et celui d'être un point de repère idéal pour qu'on ne se perde pas dans le désert, ni dans une ville pleine de méandres. Chaque ville pouvait compter de 150 à 200 madrassas ou médersas. Au fond, médersa et minaret Islam Khoja. La mosquée est couronnée d'une coupole de style typiquement persan. Un dromadaire, Juma Masjid, la mosquée du vendredi. L'intérieur est surprenant. Une forêt de colonnes de bois sculptées soutient le plafond de la mosquée. Chaque des 213 piliers semble avoir son histoire. Chaque pilier repose sur une base de marbre sculpté, leur assurant une stabilité et les protégeant de l'humidité du sol. Un mariage. Ce soir, musique et danse avec l'ensemble Xiva Folklore. Les hommes portent la chapka, coiffe traditionnelle.
Direction Boukhara par la route de la soie. Nous nous arrêtons à une station-service faire le plein de carburant. Le pétrole est une des grandes sources de revenus pour l'Ouzbékistan. Les réserves seraient de l'ordre d'un demi-milliard de barils. Au fond, l'Amou Daria, fleuve long de 2500 km. Son cœur tumultueux lui a valu le surnom de fleuve indomptable. Mais il ne mérite malheureusement plus ce surnom. Pour satisfaire les besoins en irrigation de la culture du coton, l'Amou Daria n'atteint plus depuis longtemps la mer d'Aral. Arrivé à Boukhara, la cité la plus intéressante du monde, la grande ville sainte d'Asie centrale. Ici, la médersa d'Abdul Khan, bâtie vers 1570, témoigne de grandes ambitions. Celle-ci fut bizarrement orientée vers les points cardinaux et non vers la Mecque. Les motifs de Guériche sont plus complexes, les tons violets, verts et blancs bien vibrants. Fleurs d'arôme dans la cour de la médersa. Sur la place de Boukhara, à la fraîcheur du soir, les hommes jouent au domino. Promenade au hasard des échoppes. Chez un tisserand, confection d'écharpes de soie. Les tapis sont la célébrité de Boukhara. Ici, confection de tapis en fil de soie. Commerce d'instruments de musique traditionnels, comprenant des cousines éloignées de la guitare, comme la datura à 2 cordes, la tambour à 4 cordes et la rouba à 5 cordes, qui accompagnent traditionnellement les chants épiques des bardes ambulants. Le mausolée Ismaïl Samani. Ce mausolée est resté longtemps oublié au fond d'un cimetière. Mis à jour en 1930, il était noyé au milieu d'autres tombes, sous plusieurs mètres de terre, ce qui lui a valu de traverser 1000 ans d'histoire. L'ensemble de Poikalon, quartier de Boukhara. La médersa Ulugh Beg fut construite en 1417. Elle est de style timoré, de l'époque de Tamerlan. Cette façade équilibrée abrite une salle de classe à gauche, une mosquée à droite et une bibliothèque à l'étage. Dans la cour, des cellules pour les étudiants. Intérieur d'une cellule, où vivaient 3 étudiants. Moyens de locomotion. La forteresse de l'émir. Symbole de la ville interdite, les puissantes murailles crénelées qui entourent le palais de l'émir ont retrouvé leur prestance féodale. Au cours des siècles, les remparts de la forteresse furent constamment rapiécés par de nouvelles couches de briques venant consolider les parties défaillantes ou détruites lors des attaques. Les azakals, barbe blanche en ouzbek. Ce mot désigne les anciens, les barbus que l'on voit partout, regardant passer le temps. Figure emblématique de l'Asie centrale, ils conservent une grande importance dans l'organisation sociale du pays, en présidant les conseils de quartier. La mosquée Kalon, si imposante, fut construite à plusieurs reprises jusqu'en l'an 1514. L'immense cour intérieure et les galeries couvertes aux 288 coupoles pouvaient accueillir plus de 1000 fidèles. Décoration des portiques.
Le minaret Calon. 5 fois par jour, 4 muezzins grimpaient les 105 marches de son escalier intérieur pour appeler à la prière. Leur voix portait à plus de 8 km et les autres minarets relayaient l'appel dans un rayon de 16 km. À sa construction, en l'an 1127, le minaret Calon est un tour de force technique. Il repose sur des roseaux qui agissent comme coussins antisismiques. Du haut du minaret Calon d'où nous sommes étaient précipités les condamnés à mort. En bas, la mosquée Calon. Au fond, la forteresse de l'émir. La madrasa Amir arabe fut construite en 1525 par le tchèque Abdullah, chef religieux yéménite. À l'époque soviétique, cette madrasa fut la seule autorisée à dispenser un enseignement religieux en Asie centrale. Aujourd'hui, elle bénéficie d'une considérable réputation et les étudiants y sont très nombreux. Il nous est interdit d'y rentrer. Mosaïque du portail de la madrasa. Nous quittons Boukhara et nous prenons la route pour la ville de Samarcande. Ici, un caravansérail. Ceux-ci étaient égrenés le long des routes commerçantes. Ces ancêtres de motels étaient de véritables tours de Babel. Les marchands de tous les horizons s'y croisaient, le temps d'une étape. Les caravansérails se situaient à environ tous les 30 à 40 km les uns des autres, c'est-à-dire de 9 à 10 heures au palan d'un chameau batté. L'intérieur du caravansérail accueillait hommes, marchandises et bêtes pour leur repos, leur nourriture et leur sécurité. Aujourd'hui, l'infrastructure propre aux caravanes n'a plus raison d'être. Les caravansérails désertés, devenus inutiles, sont laissés à l'abandon. Dans le caravansérail, des capriers à la fin de leur floraison et prêts à grainer. À côté du caravansérail, une serdaba, sorte de puits du XIIe siècle, où les hommes puisaient l'eau nécessaire à leur caravane. Intérieur du puits, un gardien guidait les commerçants afin de faire bon usage de l'eau. Les champs de coton sont le principal revenu du pays, l'or blanc. Ces champs restent la colonne vertébrale de l'économie ouzbèque. Dans de nombreuses régions du pays, l'épuisement des sols, la pénurie des engins et le manque de matériel agricole pénalisent la récolte. Les récoltes dans de nombreuses régions se font à la main, d'où la récolte obligatoire pendant laquelle la main-d'œuvre est mobilisée dans tout le pays, y compris dans les écoles. L'éclosion des récoltes dure 2 mois, août et septembre. À l'intérieur de ce duvet, une graine qui servira à faire de l'huile. La commercialisation du coton est toujours l'affaire de l'État. Les exploitants, n'atteignant pas les objectifs de production fixés par l'État, doivent verser la totalité de la récolte à l'État. À l'entrée du champ, l'âne attend son chargement de coton. Ce dernier broute l'herbe du pré pour tromper son attente. À l'entrée d'un village, un attelage rentrant une récolte de coton. Poursuivant notre route, nous arrivons à Samarcande. Samarcande, perle de l'Orient, centre de l'univers. Le Gour-Émir, tombeau du souverain, mausolée de Tamerlan. Couronnant l'édifice, la coupole bleue s'élance vers le ciel à plus de 32 mètres de haut. Ses 64 nervures de briques émaillées
forment un motif ininterrompu de losanges de couleurs. Cour du mausolée. Les décorations intérieures du mausolée reposent à Merlan. Écolière à Samarcande. Dîner dans notre B&B à Samarcande, sur les Tapkan ou Tashtan. Sorte de grand lit en bois, sur lequel est posée une table basse, autour de laquelle les Ouzbeks s'installent en tailleur sur des coussins, discutent, mangent et boivent le thé toute la journée. Nous prenons la direction du marché. C'est la saison des melons, pastèques, tomates, poivrons, aubergines. Le site le plus sacré de Samarcande est la nécropole de Mausolée. Cet ensemble semble avoir concentré toutes les expériences architecturales des XIVe et XVe siècles en une apothéose de l'art céramique sans égale dans toute l'Asie centrale. Portail de la nécropole de Mausolée, Shanzida. Deux femmes en pleine discussion dans ce grand lieu de pèlerinage. De nombreux mausolées et de tombes furent construits près du mausolée du cousin du prophète, Mahomet Kassim ibn Abbas, qui aurait introduit l'islam dans la région au 7e siècle. À l'époque Timour, au 14e et 15e siècle, les familles nobles et les membres de la famille de Tamerlan se firent construire des mausolées près de celui du missionnaire musulman. La croyance islamique voulant que la proximité d'un saint assure une protection dans l'au-delà. Ces tombeaux comportaient les plus belles briques émaillées de l'Asie centrale, jusqu'à ce qu'elles subissent des travaux de restauration très controversés. L'ensemble témoigne de la prospérité et de l'harmonie qui régnait dans la capitale de l'Empire. Aucun mausolée n'est à l'image de l'autre, et leur taille modeste assure une intimité. À l'école, l'enseignement est mixte, mais les élèves sont divisés en plusieurs groupes. Groupe russe, groupe ouzbek et groupe mixte. L'école est gratuite jusqu'à l'âge de 15 ans. Le portail principal d'entrée de la mosquée Kanoun culmine à 40 mètres. De retour de sa campagne d'Inde en 1399, avec un généreux butin, Tamerlan fit édifier en 5 ans la mosquée Bibi Kanoun, femme préférée de Tamerlan. L'immense coupole du mausolée s'envole à 35 mètres. Dans la cour du sanctuaire, les fruits d'un cognacier. Le Régistan de Samarcande, le plus élégant ensemble architectural du monde musulman. Devant nous, la Madrasa Tilia, dont les travaux durèrent de 1646 à 1660.
des tourelles d'angle furent préférées aux minarets. Les mosaïques offrent un festival de symboles solaires éclatants et d'entrelacs floraux. À côté, la médersa Chair d'Or, construite 2 siècles plus tard. Chaque centimètre carré est recouvert de motifs décoratifs, géométriques ou floraux richement colorés, de faïence et de mosaïques bleues. La construction a duré 17 ans. Aujourd'hui, cette madrasa accueille les spectacles traditionnels destinés aux touristes. La place du Régistان proprement dite servait aux défilés militaires et aux exécutions publiques. Ici, une poule agonise dans les mains de cet ouzbek. Les 4 minarets de Chor Minor, en fait le portail d'entrée d'une madrasa, aujourd'hui disparu. Dans Samarcande, cette fille prend de l'eau de la ville. Pour humidifier les trottoirs. Des conduites de gaz parcourent les murs des maisons pour les alimenter en énergie. L'Ouzbékistan est la seconde zone mondiale pour le gaz, après la Russie. Nous terminerons notre voyage dans l'Ouzbékistan et nous dirigeons vers le Tadjikistan. La République du Tadjikistan couvre une superficie de 143 000 km², avec une population estimée en l'année 2006 à 7,3 millions. La région du Pamir, le toit du monde, est le principal atout du pays, avec ses paysages montagneux à couper le souffle. Enfin, la montagne occupe 93% du territoire. Pic du Sommi depuis 1999, avant pic du communiste, à 7495 mètres, glacier le plus long, 17 km, et le plus épais au monde, 550 mètres. Et bien sûr, les monts Fan au nord-ouest. Les monts Fan sont des lieux rêvés pour la randonnée et l'alpinisme. C'est donc dans ce massif que nous ferons notre trekking de 6 jours. Nous gagnons Kormarch, dans le Tadjikistan, en véhicule 4x4 russe, depuis la frontière de l'Ouzbékistan. Notre équipe d'Anier est là, à Kormarch, pour notre trekking de 6 jours dans les monts Fan. Tous les points stratégiques, tels que frontières, voies ferroviaires, raffinage de gaz, ne seront pris en photo, à cause des représailles, aussi bien pour l'Ouzbékistan que pour le Tadjikistan. On s'arrête, faire une provision d'eau, ensemble du convoi, notre 4x4, véhicule russe, devant la poutre en béton en attente pour le futur pont. Cet enfant endimanché conduit son âne pour le transport d'un bébé emmailloté et solidement attaché au linceul pour une cérémonie. Arrivé à Kormarch. Coupage du maïs avant de le donner au bétail. Toute la famille, plus haut, ramassage de noix. Les enfants de Kormarch, à notre venue, les enfants accourent. Chez nous, c'est le scooter. Chez eux, c'est un tour d'âne dans le village.
Autour du village, la montagne avec toutes ses nuances de couleurs. Un torrent où l'eau est trop froide pour la vie des poissons. Vue sur les toits plats de Courmache. Il pleut rarement dans ces pays. Séchage du foin. Transport du maïs, coupé plus bas. Ce soir, dîner chez notre hôte à Courmache. Au petit matin, avant notre départ, notre gîte chez l'habitant. Chargement des ânes pour notre trekking de 6 jours. Nous longeons le torrent. À l'entrée du village traditionnel de Passroude, rencontre. Au fond à gauche, l'école. Toujours en suivant la vallée et le torrent, dans le village de Margouzour, travail quotidien pour cet âne. Cet âne croule sous le chargement d'herbe. Et un petit sourire pour la photo. À 2500 mètres d'altitude, les maisons se confondent avec la montagne et l'herbe est de plus en plus rare. Sur notre chemin, sa chèvre ne veut plus avancer. Dans le bas de la vallée, on distingue un troupeau de vaches. Jeune Taiji. Nous reprenons le chemin dans la vallée d'Imma. Un moment de concertation pour une partie de notre groupe. À côté du torrent, un village. Rencontre d'une femme coupant ses herbes à la serpe. Pépé s'arrête d'arracher les pommes de terre, afin de poser pour la photo avec sa petite fille. Pépé coiffé de la calotte des musulmans pieux. Au loin, un troupeau de vaches. Au premier plan, arbuste de la famille des rosacées. Au centre de celle-ci, des baies. La verdure contraste dans ces montagnes. Ces jeunes filles, sur leur âne, partent garder des moutons. Elles le suivent une bonne partie de la matinée. Rencontre d'un passage à gué. Les montagnes se resserrent de plus en plus.
et la neige apparaît sur le versant de la montagne à plus de 5000 mètres d'altitude. Notre premier sommet enneigé, le Chaptara, à 5050 mètres d'altitude, se détache derrière cette barre rocheuse. Jeune Taiji partant au travail sur leur âne. Vallée dans toutes ses couleurs d'automne. Troupeau de vaches venues se rafraîchir près du torrent. Cette vache cherche un peu d'herbe. Notre caravane d'âniers nous rattrape, portant nos bagages et tout le matériel qui nous est nécessaire pour nos 6 jours. Chaque âne porte de 50 à 80 kg. Les bagages sont bien arrimés à l'âne. Les ânes disparaissent sous nos sacs. Arrêt pique-nique près d'un torrent. Le luxe. Une nappe est dressée et le repas est servi. Les âniers ont monté la tente messe sur les berges du torrent où nous passerons la nuit à 2540 mètres d'altitude. Et par groupe de 2, nous montons notre tente igloo. Notre cuisinier. Ces marmites sont transportées par les ânes et le bois est ramassé par les âniers dès leur arrivée. En jaune, une cabine de plage pour les toilettes. Devant nous, le Chapdara à 5050 mètres d'altitude. Les pics acérés du Bogdona, 4500 mètres d'altitude, et du Chapdara, 5050, nous dominent. Les pins s'accrochant à ce relief s'appellent des Hersha. Thierry, en plein effort dans la montée. Toujours le Chapdara. Vu d'un autre angle. Rencontre d'un berger Taiji. La discussion s'engage avec notre guide de haute montagne et le berger, ravi de voir du monde. En bas, une partie de son troupeau de moutons. Au fond, un abri rudimentaire pour ce berger. Son abri rudimentaire, ses moutons noirs, progression sur cette arête. Du col de Bogdona, à 3500 mètres d'altitude, Thierry domine le lac Alodin, à 2700 mètres. Dans la descente, le lac Bigarwa et Kwalikalon. Au fond, le lac Bigarwa. Et enfin, le lac Alodin. Le lac Alodin où nous passerons les nuits sur les berges.
Après une bonne nuit, journée de découverte des hautes montagnes entourant le lac Alauddin. Nous montons par cette vallée. Au col, à 3150 mètres d'altitude où nous sommes, on voit en bas le lac Alauddin, d'où nous venons. Des sommets de plus de 5000 mètres se dressent devant nous. Arrivé au lac Choukrat, à 3200 mètres d'altitude. Le lac Choukrat dans ce massif de plus de 5000 mètres d'altitude, des glaciers dévalent entre de raides parois rocheuses. Et maintenant, le pique-nique nous attend. Au menu, pommes de terre, saucisses de Francfort, saucisson, maquereau, fromage et pommes. Et nous cherchons un endroit à l'ombre pour manger, ce qui n'est guère possible. Retour par le même sentier. Un monde minéral nous entoure. L'envergure des montagnes n'a ici rien à envier à nos Alpes. Un passage délicat. Nous prenons ce sentier de crête. À nouveau, notre caravane d'âniers nous double. Les sacs sont arrimés dans tous les sens. Les ânes ne suivent toujours pas le sentier. Il faut les remettre sur le circuit. En haut, à droite, nos ânes nous devancent. Du col de l'Aoudan, où nous sommes, à 3630 mètres d'altitude, nous descendrons au lac Bigarré de Coulikalon. Dans le site de Coulikalon, les lacs sont au nombre de 7. Parsemés sur ce vaste plateau. Au fond, entre ces deux montagnes, le col Laoudan, d'où nous venons. Nous camperons au pied du pic Marie, sommet à plus de 5000 mètres d'altitude. Notre tente messe est déjà montée. Cette tente nous est très utile le soir, afin de nous mettre à l'abri du froid pendant le dîner. Chacun s'active à monter sa tente. Ici, Thierry. Le lendemain, à nouveau le chargement des ânes. Dernière vue sur les lacs superposés. Descente par cette vallée jusqu'au lac que nous voyons en bas. Il n'y a sûrement pas de poissons dans ce lac. Notre dernier campement.
chargement des véhicules 4x4 russes et ensuite retour pour la France.